Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, sur l'écran noir de l'heure nuit blanche, 200 enfants font leur cinéma, 200 enfants placés dans des villages d'enfants. C'est le concours Action Enfance fait son cinéma. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Caroline Vigy. L'anti-sèche d'Amal Laoui, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire aujourd'hui, allons enfants de la patrie IE. La Marseillaise a 230 ans et elle est au programme de MC. À l'heure de la récré, toujours avec Amal, on va regarder un extrait d'un sketch d'Élodie Pou et on va se demander comment sont choisis les prénoms des enfants et si ça a une influence sur leurs résultats scolaires. Et puis comme tous les vendredis, rendez-vous avec Célie Luton, notre chroniqueuse et libraire. Avec elle, on va refaire les comptes CONTES, bien évidemment, la quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. Ils sont 200 enfants, adolescents. Ils ont été retirés de leur famille sur décision d'un juge des enfants. Ils vivent dans des villages d'Action Enfance et ils ont eu 6 mois pour réaliser 16 courts-métrages de 3 minutes avec l'aide de 300 étudiants en école de cinéma. C'est un concours, c'est le concours Action Enfance fait son cinéma, 5e édition. Cette année, on vous le présente en images. Encore mieux que le Festival de Cannes. Caroline Vigy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de la Fondation Action Enfance, mais c'est aussi, j'allais presque dire surtout vous, qui avez eu l'idée de ce concours. Comment est-elle née ? Alors, c'est né à l'occasion des 60 ans de la Fondation. En fait, on cherchait une idée assez originale pour parler de la mission de la Fondation et la faire connaître. Et avec la collaboration d'une agence qui s'appelle By the Way, on a eu l'idée de mettre les enfants au centre d'un projet, en se disant, et si c'était ça le pari, de les mettre au centre d'une opération qui fasse que ça les valorise, que ça leur apporte des choses, et c'est ça qui intéresserait les journalistes à parler de la Fondation. Ça marche, on peut le dire. C'était pour un an. Ça, j'en témoigne. Voilà, c'était pour un an, et là on en est à la 5e édition, donc a priori ça marche mieux que prévu même. Ça fonctionne et les enfants deviennent stars. Alors les thèmes de ces courts-métrages, comment les choisissent-ils ? J'ai regardé, il y en a 16 actuellement qui sont en ligne, on peut voter d'ailleurs. Oui. C'est très varié. Alors c'est très varié, il n'y a pas de... Au début on avait mis des lignes, des fils conducteurs pour essayer d'avoir des histoires qui se tiennent un peu les unes aux autres, et puis en fait on s'est rendu compte que ça n'apportait pas grand-chose. Donc on leur a dit, voilà, faites jouer votre imagination, parlez aussi aux enfants, essayez de rentrer dans une création originale, et puis on voit ce que ça donne après. Il y a quand même des sujets qui croisent l'actualité. Il y a notamment un film sur les frontières qui, dans le contexte actuel, résonne de manière très, très singulière. Oui, c'est sûr que ce sont des étudiants en général de 2e, voire 3e année, donc ils sont très aussi curieux de ce qui se passe dans le contexte. Et on a des histoires, oui, sur l'environnement aussi, beaucoup, sur la protection de la planète. On a pas mal de choses qui sont très en lien avec l'actualité. Ouais. Alors vous dites des étudiants parce qu'il y a ces enfants qui, et on va en parler bien sûr, qui grandissent dans vos villages d'enfants qui participent au film, et 300 étudiants d'une demi-douzaine d'écoles de cinéma. Donc, comment s'organise le travail entre eux ? Alors en fait, effectivement, il y a 4 écoles de cinéma, donc l'ECAR, l'ESRA, je vais essayer de ne pas les oublier, le CLCF et j'ai oublié la 4e. Et le 3IS, non ? Et 3IS, voilà, qui partagent l'aventure avec nous depuis 5 ans. Et l'idée, c'est que nous, Fondation, avec l'équipe projet, on va briefer les nouvelles promotions sur ce projet. C'est un appel au volontariat, donc on leur dit si vous avez envie... Donc c'est un engagement en fait. Voilà. Si vous avez envie, si vous avez compris les contraintes, c'est des enfants qui ont une histoire de vie particulière avec lesquels vous allez travailler. Vous avez 1 mois et demi pour nous écrire un scénario et nous l'envoyer.
À la clé, alors ils envoient le scénario. 180, on en a reçu cette année. Ouais. Vous en validez 16 et ils sont tournés. Exactement, et ça dure 6 mois. À l'arrivée, il y aura des prix. Qui peut voter? Nous, on peut voter, je crois. Alors, le public peut voter. Vous pouvez voter. Les films sont en ligne sur une plateforme dédiée qui s'appelle aefaisoncinéma.org depuis la semaine dernière jusqu'au 13 juin. Et donc là, il y aura un prix du public qui sera remis à la grande soirée de gala qui a lieu le 13 juin au Grand Rex. Avec des parrains, des marraines assez prestigieux. Je notais Valérie Bonneton, Bruno Solo, Christophe Beaugrand, etc. Oui, on a eu Thierry Lhermitte qui a participé. Alors, la cause est noble, mais... La cause est noble. Au départ, il y en a 1, 2, 3. Et en fait, ce qui est super, c'est que par bouche à oreille, ils en parlent à leurs amis comédiens. Et du coup, ça devient une belle famille qui participe. Ouais. Merci Caroline Vigy. On va se retrouver évidemment en France. Parmi les enfants placés, 53% sont hébergés en famille d'accueil, 39% en établissement, dont 2,3% dans ces villages d'enfants de la Fondation Action Enfance, et puis 8% dans d'autres modes d'hébergement. On va évidemment continuer à en parler, mais ce sera après l'anti-sèche d'Amal Laoui. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-sèche ou la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Allons enfants de la patrie. Je ne sais pas si vous alliez chanter. J'ose tout. L'actualité, c'est les 230 ans cette année de la Marseillaise, hymne national de la France, qui, chacun le sait, je crois, était au départ un chant guerrier. Oui, c'est ça. Et le sang impur qui abreuve nos sillons. Et l'auteur de cet hymne, c'est Claude-Joseph Rouget de Lille, né en 1760 à Lons-le-Saunier. Il était capitaine du génie sous la Révolution. Et dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à la suite de la déclaration de guerre au roi d'Autriche, du roi d'Autriche, il compose chez le maire de Strasbourg, donc le baron Philippe Frédéric de Dietrich, un morceau qu'il intitule Chant de guerre pour l'armée du Rhin. Et ce chant patriotique connaît rapidement un très grand succès. Chant de guerre pour l'armée du Rhin. Et on appelle ça la Marseillaise. C'est logique. Vous allez comprendre. Alors, il y a plusieurs noms éphémères, dont chant de guerre pour l'armée du Rhin ou encore chant de marche des volontaires de l'armée. Et le chant, il est repris par des soldats de Montpellier et de Marseille. C'était pendant leur trajet jusqu'à Paris, lors de la prise des Tuileries le 10 août 1792. Et immédiatement, la foule parisienne, sans se préoccuper de ces différents noms, baptise ce chant la Marseillaise. Donc, lors de la proclamation de la République, ça c'était le 22 septembre 1792, c'est sous le nom d'hymne des Marseillais qu'il est officialisé comme chant du nouveau régime et finalement sous celui de Marseillaise qu'il est décrété chant national. Et ça, c'était en 1780 après 12, quoi. 95. Voilà, 230 ans d'histoire. Il y a eu des éclipses, je crois que la Marseillaise n'a pas toujours été l'hymne national, il y a eu des petites suspensions. Elle a été abandonnée plusieurs fois. La Marseillaise est abandonnée sous le Premier Empire. Elle connaît un regain de popularité pendant la Révolution de 1830, année où Hector Berlioz compose sa célèbre orchestration et où Eugène Delacroix peint la liberté guidant le peuple, l'incarnation picturale de la Marseillaise. Et après l'éclipse du Second Empire, c'est en 1879, sous la Troisième République, que la Marseillaise redevient hymne national. Interdiction nouvelle, 1940. Dans zone occupée, elle est interdite. Et puis son interprétation, je crois, est également très sévèrement encadrée par le régime de Vichy. Oui, et du coup, la Marseillaise prend alors la dimension d'un chant de résistance à la fin de la guerre. La Constitution de la 4e République réaffirme son statut d'hymne national, tout comme le fait en 1958 l'article 2 de la Constitution de la 5e République. La Marseillaise qu'on entonne en diverses occasions, y compris, alors évidemment, lors des manifestations officielles, lors des manifestations sportives aussi, on l'apprend à l'école. On l'apprend à l'école. On retrouve les programmes. On l'apprend à l'école et dès l'école primaire en EMC, éducation, enseignement moral et civique. Alors les programmes d'enseignement moral et civique indiquent que les symboles de la République française sont étudiés au cycle 2, donc le cycle 2 CP, CE1, CE2, pour que les élèves sachent les reconnaître, et au cycle 3 afin qu'ils en comprennent le sens. Au cycle 4, cette étude, elle s'élargit aux principes, valeurs et symboles de la citoyenneté française et européenne. Et dès le CE2, on peut commencer seulement à chanter quelques couplets de la Marseillaise, mais c'est en classe de CM1, en cohérence justement avec l'étude de la Révolution française, qu'une approche plus approfondie de l'hymne trouvera toute sa signification. Marchons, marchons, qu'un sang qu'impur abreuve nos sillons. Merci beaucoup Amal Laoui pour ce bel anniversaire, les 230 ans de la Marseillaise. On retrouve Caroline Vigy, la suite du Grand Oral dans la quotidienne de School TV.
Protéger et éduquer sur le long terme des enfants en danger, de l'enfance à l'âge adulte, c'est la mission de la Fondation Action Enfance. On en parle donc avec sa directrice de la communication, Caroline Vigy, à l'occasion de la 5e édition du concours Action Enfance fait son cinéma. Vous avez dit au tout début de l'émission, depuis 60 ans, si on va du côté des anniversaires, c'est bientôt d'ailleurs les 60 ans, parce que je crois que c'est 1943, on est en plein pendant la Seconde Guerre mondiale, et une assistante sociale, Suzanne Masson, va créer ce qui ensuite va donner cette fondation. Oui, exactement. Elle était assez sensible à la situation, alors à l'époque des orphelins de guerre, hein. Et puis elle en a accueilli chez elle. Donc 1, 2, 3, je crois que ça a été jusqu'à une vingtaine. Elle a été secondée par un étudiant HEC. Elle a posté des petites annonces, elle habitait à côté. Pas n'importe quel étudiant, parce que c'est l'alliance du business et de la spiritualité. Oui, exactement, qui est devenu prêtre plus tard. Elle s'est Bernard fait aider. Descamps, je crois, qui est devenu prêtre après. Ouais. Et puis, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils créent une association quand même et qu'ils professionnalisent un peu tout ça. Voilà, c'est devenu une association depuis une fondation. Il y a eu 15 villages d'enfants et d'adolescents qui ont été créés. Et c'est vrai que, aujourd'hui, la situation des enfants accueillis a un peu changé, puisque ce sont des enfants qui sont séparés de leurs parents sur décision du juge des enfants. Et pour des raisons... quels critères alors ? Alors, c'est des raisons de maltraitance psychologique, physique, de négligence éducative aussi. C'est des mises en situation et en danger qui font qu'à un moment donné, le juge prend la décision de les séparer. Du foyer familial, et donc ils sont élevés dans nos villages d'enfants et d'adolescents par des éducateurs. Alors quand on dit village, c'est pas une image, ce sont des villages. Oui, alors un village, faites-nous en visiter un. Je crois qu'il y en a 9 départements en France, quasiment 1 millier d'enfants qui sont accueillis actuellement. Exactement. Et donc un village. En fait, un village, c'est une dizaine de maisons, c'est assez concentrique, et par maison, il y a 5 à 6 enfants qui sont élevés, entourés par des éducateurs familiaux. Un village, il faut vraiment le voir accolé à une commune. C'est pas quelque chose d'excentré. L'idée, c'est vraiment de s'intégrer à la vie. Donc, ils sont dans toutes les écoles environnantes de la commune, etc. Et ils sont, par maison, 5 ou 6, élevés par des éducateurs familiaux. Donc, c'est un peu comme on essaie de refaire une famille, en somme. Oui, c'est ça. On dit un accueil de type familial. Pour nous, c'est très important parce que déjà, les éducateurs ne sont pas nombreux et donc, c'est une figure de référence pour eux. Et la spécificité de la Fondation, c'est que ces enfants, ils sont accueillis en fratrie. En fratrie, voilà. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Ça paraît assez simple en fait, mais c'est simplement qu'on se dit, au-delà du traumatisme de la séparation d'avec leurs parents, qui reste toujours un traumatisme, bien qu'ils aient vécu des choses assez lourdes, autant pas rajouter un autre traumatisme qui est celui de la séparation avec leurs frères et sœurs. Et on se rend compte, nous, alors ça fait 60 ans, hein, donc on a beaucoup éprouvé les choses, mais on se rend compte que c'est un socle. Et c'est une base pour eux qui leur permettent de se reconstruire, parce que tout l'enjeu de la Fondation, c'est de leur dire, on va vous aider à intégrer ce que vous avez vécu et puis à vous reconstruire avec. Et puis, il n'y a pas de fatalité, d'où ce projet-là dont on se parle aussi. Croyez en vos rêves et vous allez devenir des adultes super bien dans vos pompes et vous pouvez y arriver. Alors, on parlera tout à l'heure des adultes qu'ils deviennent, parce que, quand je veux dire ça marche, en tout cas, un certain nombre d'entre eux vont réussir à construire une vie, une autonomie, une famille. Mais juste avant, ce travail d'éducateur familial, ça doit être hyper délicat, parce que c'est pas vraiment les parents. Enfin, c'est pas vraiment, c'est pas du tout les parents. Ouais. Mais ce sont des figures parentales malgré tout. Comment ils gèrent ce... Oui, on appelle ça des figures d'attachement. Et c'est vrai que c'est un travail, parfois je parle de vocation, ils n'aiment pas trop parce que c'est leur métier et qu'ils y mettent tout le cœur qu'ils veulent, mais c'est un vrai engagement qui dépasse l'engagement professionnel. C'est-à-dire qu'ils ont ces enfants-là, ils sont au quotidien avec eux, ils les couchent le soir, ils les réveillent le matin. Donc c'est vraiment, ils sont présents au quotidien et ils sont constamment dans un jeu d'équilibre et de recul à avoir sur la situation de l'enfant, sur comment les accompagner quand ils rentrent chez eux, parce qu'ils ont quand même des jours de repos accessoirement. Il faut qu'ils fassent la part des choses. Il y a une continuité. En même temps, ils nous... Et eux-mêmes ont leurs propres enfants parfois. Mais oui, voilà. Quand ils rentrent chez eux, ils décrochent pas forcément vraiment de la situation, parce que c'est des enfants auxquels ils donnent de l'affection aussi. C'est très important. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même très engageant. Je trouve ça formidable ce qu'ils font. Vraiment. Vous avez fait un petit film en animation pour présenter ce qu'est Action Enfance. Et vous l'affirmez dès le début, vous le posez. L'arrivée dans le village, c'est un moment hyper sensible. Ouais. Enfin, quand ils arrivent, ils ne sont pas de bonne humeur, les enfants. Mais non, la plupart du temps, alors pour certains, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, donc il faut leur expliquer. Ensuite, on les enlève quand même du milieu dans lequel ils ont grandi. Ensuite, ils sont séparés de leurs parents, et pour bien... nombreux d'entre eux, bien qu'ils aient vécu des choses assez difficiles, ils aiment leurs parents. C'est leurs parents. Et ils arrivent dans un univers où c'est, mine de rien, un petit collectif quand même.
Et donc, ils ont plein de choses à appréhender. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à les sécuriser, d'arriver à les rassurer, de leur expliquer pourquoi ils sont là. Et puis, petit à petit, voilà, leur faire comprendre qu'ils seront mieux et qu'on est là pour les protéger et les aider. Et ça a des conséquences, hein, le fait d'avoir été maltraité dans l'enfance, les atteintes à la santé mentale, à la santé physique, parfois ça va jusqu'au décès, sont quelques-unes des conséquences de la maltraitance sur un enfant. Je signale qu'en France, plus de 310 000 mineurs sont pris en charge par la protection de l'enfance, dont la moitié sont placés. On reprend notre échange, Caroline Vigy. On a besoin d'une petite récré ? Oui, il y a des récrés. Allez, oui. Récré, Amal Laoui. Récré au cours de laquelle, cher Amal, nous allons parler des prénoms. On va parler des prénoms, et le prénom, vous le savez, est un marqueur social dont se moque gentiment l'humoriste Elodie Pou dans l'un de ses sketchs. Regardez. J'ai un ami qui a mis une publication sur Instagram, un ami qui a des petits-enfants, 3, des triplés, dû faire une connerie dans une vie antérieure. Des triplés, cadence, constance et prudence. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de les frapper, mais on peut leur donner des prénoms de poney. Elodie Pou, évidemment, peut voir l'intégralité du sketch. On va s'intéresser avec vous, Amal, donc à l'histoire des prénoms. Et il y a évidemment des modes en fonction des époques. Exactement. Et chaque année, l'INSEE établit un classement des prénoms les plus donnés en France. Et en 2021, pour les filles, le prénom qui arrive en tête du classement, c'est, selon vous, quel prénom ? C'est Jade. Moi, j'ai fait répondre Louise. Oui, Jade qui détrône Louise et Emma. Ouais, pendant Louise et Emma, ça a été très à la mode. Louise et Emma. On est d'accord. Et il y a eu 3814 petites Jade qui sont nées en 2021. Dans le top 10, on retrouve aussi des Alice, Ambre, Lina, Rose ou encore Léa. Et il y a aussi un classement en fonction des villes. À Paris, Louise reste en tête de ce classement. D'où mon erreur. Et du côté des garçons ? Du côté des garçons, le prénom le plus donné en France en 2021, c'est Léo. Prénom préféré des Français depuis 2014, juste devant Gabriel, Raphaël, Arthur ou encore Louis. Ça change en fonction des régions. En Ile-de-France, c'est Adam qui est en tête. En Corse, c'est Adria. Et en Martinique, c'est Noah. Le prénom, vous le disiez, qui est un marqueur social, social, qu'étudie un sociologue bien connu, Baptiste Coulmont. On parle de lui à chaque année au moment du bac d'ailleurs. Vous, ça va, Emmanuel, c'est un prénom de président. C'est vrai de président, oui. De président, vous êtes un peu notre Pas de beaucoup cette année, mais enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, le sociologue, donc vous l'avez dit, Baptiste Coulmont, spécialiste de la question, a écrit un livre sur le sujet. Il s'appelle Sociologie des prénoms et il explique qu'après 1945, les classes populaires ont commencé à vouloir exercer leur autonomie culturelle et à choisir des prénoms délaissés par les bourgeois. Avant cette date, le choix du prénom a longtemps été contraint par l'Église et les traditions familiales. Il fallait donner les noms des grands-parents ou des arrière-grands-parents, les aïeux célèbres. Et si les classes populaires adoptent facilement des prénoms anglo-saxons en référence aux séries, aux films ou encore à la pop culture, les classes bourgeoises, elles, préfèrent toujours les prénoms plus classiques. Donc chaque année, depuis 2012, il étudie les listes des résultats du baccalauréat dans chaque académie pour classer les prénoms en fonction des mentions très bien au bac. Et ce qu'il nous dit, c'est que vous avez beaucoup moins de chances d'avoir une mention très bien si vous portez le prénom de Jennifer, Brian, Jordan, que si vous vous appelez Augustin, Apolline ou encore Joséphine. En 2016, plus d'un quart des candidats prénommés Esther ou Diane ont obtenu une mention très bien, soit 10 fois plus que des candidats prénommés Steven ou Sofiane. Et à travers cette hiérarchie des prénoms, le sociologue nous montre à quel point le déterminisme social reste fort dans la réussite scolaire. Voilà. Alors si vous vous appelez Apolline ou Augustin, vous bossez quand même un peu pour l'avoir, parce que c'est pas le prénom qui suffit. Et surtout, si vous vous appelez Steven, Sofiane, vous bossez aussi, comme tous les autres, parce que vous pouvez tout à fait avoir ce baccalauréat. Prénom de président Emmanuel, avec une produceur qui s'appelle Marine, on est finaliste à nous deux. Quoi. C'est vrai. On s'entend très bien avec elle. C'est peut-être la différence. Merci beaucoup. On va retrouver Caroline Vigy, la suite du Grand Oral. J'ai toujours voulu être maman et bizarrement, quand je suis tombée enceinte de l'aîné, ma plus grande crainte a été que l'on m'enlève mes enfants et c'est toujours ma plus grande crainte. Ainsi parle Aurélie, 30 ans, 2 enfants, ancienne d'un des villages de la Fondation Action Enfance, dont nous accueillons aujourd'hui la directrice de la communication, Caroline Vigy, à l'occasion de la 5e édition du concours Action Enfance fait son cinéma. J'ai extrait cette citation d'Aurélie d'une étude réalisée sur quelques anciens de vos villages. Étude, alors à la fois il y en a quelques dizaines qui ont répondu, mais elle est malgré tout assez représentative. Avoir été victime de violences quand on est enfant, ça laisse malgré tout, et malgré tout le travail que vous accomplissez, des traces indélébiles.
Oui, ça les accompagne toute leur vie. Hein. Voilà, après, chacun s'approprie son vécu en fonction de ses propres capacités. Mais c'est vrai qu'en tout cas, nous, ce qu'on a retiré de cette étude-là, qui était très riche pour nous, c'était qu'effectivement, pour la majorité, le bonheur n'est pas caractérisé par le fait dans la vie de faire de hautes études, de gagner beaucoup d'argent, etc. Alors effectivement, il y a une question de trouver un métier et un métier qu'on aime. Et ils en trouvent plutôt plus que la moyenne après être passés par les villages. Exactement. Mais c'est vrai qu'ils font proportionnellement, si on regarde les moyennes nationales, un peu moins d'études supérieures que les autres. Oui. Parce que ça aussi du fait de leurs conditions. C'est-à-dire qu'en général, c'est un circuit court, si je peux résumer comme ça, qu'on leur propose, qui est plus facile pour eux, puisque dans certains cas, jusqu'à 21 ans, ils peuvent avoir une subvention, une aide de l'État. Mais dans certains départements, cette aide n'est plus possible aujourd'hui. Et donc, nous, on a monté un service qui permet de les accompagner justement sur ces questions d'insertion. Parce que sinon, à 18 ans, ils sont dehors, en quelque sorte. Voilà. Logiquement, normalement, nous, on ne devrait même plus trop les suivre. C'est pas le cas, évidemment, mais on a monté un service qui s'appelle Action Plus et qui les accompagne jusqu'à ces questions d'insertion et donc d'études aussi. Et quand on a un jeune qui a des capacités, mais qui se cantonne à en fait, je vais plutôt faire ce cursus que celui-là parce que c'est que 2 ans et que j'ai plus de chances d'y arriver, en fait, on est là pour dire non, si tu y crois et tu as les capacités, vas-y, nous, on te suit derrière. Et donc, on va te financer une partie de tes études. Voilà, il y a toute cette dimension. Pour essayer de compenser ce déséquilibre. Oui. Alors, l'argent qui compte moins que d'autres, que dans la moyenne de la population, pour le dire vite, le lien, en revanche, la qualité du lien qui est fondamentale. Pour eux, c'est ça, si je me souviens bien, ce qui fait le bonheur. Et puis, fonder une famille. Mais alors, pas une famille nombreuse. Oui, c'est ça. C'est fonder une famille, c'est être en capacité d'apporter ce que eux n'ont pas reçu en ce qui concerne le lien, l'affection, etc., les conditions matérielles. Et puis, il y a un élément extrêmement important qui est, ce qu'ils nous disent à chaque fois, c'est ne pas reproduire ce que j'ai vécu. C'est un point d'honneur. Et on rejoint le témoignage d'Aurélie, où elle a évidemment aucune raison et elle s'occupe très bien de ses enfants, de sa famille, etc. Mais ancré dans sa tête, c'est si je fais une petite chose de mal, on va me retirer mon enfant. Et la petite chose de mal, c'est, je schématise, mais elle voulait manger du riz, je lui ai fait cuire des pâtes. C'est vraiment... Ah oui, ça commence... je vais un peu loin, mais c'est quand même ça. Il faut aussi lui expliquer qu'elle a le droit de faire des pâtes plutôt que du riz. Mais son histoire fait que, de toute façon, elle aura cette crainte-là toute sa vie, parce qu'elle l'a vécu elle-même, pour d'autres raisons, évidemment. La maltraitance infantile dont ont été victimes tous ces enfants, elle n'est pas toujours facile à détecter. Vous le disiez, quand ils arrivent, il y a aussi une souffrance qui est liée à l'arrachement aux parents, même si c'était des parents maltraitants. La honte, la culpabilité, la peur, tout ça, ça rentre en ligne de compte et ça fait que c'est compliqué, au fond, parfois, d'identifier. Exactement, il y a le conflit de loyauté aussi. C'est ça. C'est-à-dire que même s'ils commencent à se sentir bien dans un village, ils se sentent protégés, ils se sentent mieux, etc., parfois, ils n'oseront pas le dire, ils n'oseront pas le manifester ou le vivre pleinement, parce qu'ils sont toujours attachés à leurs parents et qu'il y a ce conflit de loyauté. Je voulais juste revenir sur... C'est très important, la question des parents, parce qu'il y a des parents maltraitants, donc par omission, par commission, et il y a des parents qui sont... Par omission, par commission, pardon, vous allez jouer ça. Donc, c'est soit ce que je ne fais pas pour protéger mon enfant, soit je lui fais du mal directement, typiquement je frappe, etc. Exactement. Mais il y a des parents aussi qui peuvent se retrouver dépassés par une situation, donc qui aiment leur enfant, mais qui l'aiment mal, ou pas forcément bien, qui ne vont pas les maltraiter en tant que tels, mais qui... involontairement de ce qu'ils aimeraient faire, ils vont mettre leurs enfants en situation de danger. Et c'est là où le juge peut décider. Mais j'insiste parce qu'il ne faut pas non plus stigmatiser tous les parents en disant effectivement, il y a des parents extrêmement déviants. Et là, on est là pour protéger les enfants et pas... Mais il y a des parents qui ne maîtrisent pas le métier. Et il y a des parents qui sont dépassés. Et par ailleurs, ils peuvent se faire aider et la situation peut s'améliorer. C'est important de le dire parce qu'on peut aimer son enfant, mais l'aimer pas forcément comme il faudrait. Et il y a du travail à faire, mais ça peut se résoudre aussi. Donc c'est important. Caroline Vigy, merci. Action Enfance fait son cinéma. On va redonner les coordonnées du site pour voter tout à l'heure. Si vous le voulez bien, toutes les semaines, on accueille Célie Luton. Elle est libraire, c'est notre chroniqueuse. On pousse la porte de la librairie ? Allez, on y va. Et tous les vendredis, on pousse la porte de la librairie et derrière la porte, il y a la formidable Célie Luton, libraire et chroniqueuse. Bonjour Célie. Bonjour Emmanuel. Bonjour. On refait les comptes.
CONTES, évidemment. Évidemment. 3 ouvrages pour les petits et les moins petits qui tournent autour des contes. On commence par une immense dame de l'édition jeunesse. Exactement, Nadja. On la connaît surtout avec Chien Bleu. Chien Bleu, qui est extraordinaire. Dont on a fêté les 35 ans l'année dernière. Ouais. C'est un gros coup de cœur. Et ça, c'est un album qui est sorti quelques années plus tard, toujours à l'école des loisirs. Et c'est l'histoire d'une femme autrice qui se penche sur son bureau et écrit un conte. Elle va écrire l'histoire d'une petite fille qui est maltraitée par une femme très méchante qui un jour va s'enfuir, être accueillie dans la forêt par des animaux et elle va prendre vie. Le récit prend vie et donc on est vraiment dans un récit enchâssé, où nous avons cette petite fille qui répond à la femme. Et c'est sublime. Et à un moment, il y a la rencontre qui se produit. Exactement. On parlait, alors enfance maltraitée, on est dans le sujet. On parle fratrie aussi, fratrie sympa d'ailleurs, parce que Nadja, elle a un frère bien connu. Toujours, on n'a pas dit que c'est à l'école des loisirs, mais il se trouve que c'est à l'école des loisirs. Exactement, et c'est la fille d'Olka Lecaille qui est une grande artiste, et surtout c'est la sœur aussi de Grégoire Solotarev et d'Alexis Fréteau. Voilà, autre immense artiste, je dis vraiment artiste parce qu'à ce niveau-là de peinture, c'est vraiment de l'art. Oui. Là, on est pour les petits. Alors, à partir de 7 ans, à partir du CE1, c'est un bonheur à raconter. En lecture autonome, un peu avant, non ? Alors, à raconter, oui, avec un petit, mais c'est surtout pour voir un peu la différence entre justement ce personnage qui sort du livre après le travail justement d'auteur. L'apprenti conteur de Gaël Aymon, édité en avril 2022, également à l'école des loisirs, illustré par Siegfried de Turckheim. Oui, alors un bijou vraiment. Toujours des contes, mais c'est autre chose là. Il a une mission. Exactement. C'est un petit garçon, 12 ans, Pierre. C'est le fils de Charles Perrault, Pierre d'Armancourt, qui a effectivement existé. C'est à lui que l'on prête la paternité des contes de ma mère Loi et 8 contes de fées. Donc là, Pierre est envoyé par son papa pour écrire de la poésie et au fur et à mesure de l'histoire, il va justement rencontrer l'auteur qui est en lui en recueillant, en récoltant les contes qui sont évidemment de la littérature orale. Vous les connaissez un petit peu, les 8 contes de fées des contes de la mère Loi ? De ma mère Loi ? Oui. Mais vous allez voir. Je connais mieux en musique. Je n'ai pas... Parce que Ravel les a orchestrés. Oui, c'est très beau. Très beau. Je vais essayer de bien les raconter. Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. Oui, on voit l'image. Caroline, vous vous souvenez ? Très bien. Oui, bien sûr. Mais les fées. Les fées, non mais évidemment. Les fées. On ne le disait pas pour ne pas avoir l'air trop cultivé. C'est un peu ne vous inquiétez pas. Écoutez-moi ça. Un deuxième. On va pas faire les 8 quand même. Non, mais bon, il faut rigoler un petit peu. Ouais. L'ogre avait 7 filles qui n'étaient encore que des enfants. Elles n'étaient pas encore fort méchantes, mais elles promettaient beaucoup, car elles mordaient déjà les petits-enfants pour en sucer le sang. Voilà, c'est des sorcières, là. Ouais, c'est pas un ça. ogre. Un ogre. Il a 7 filles. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, le petit pousset. Le petit pousset. Le petit pousset. Bien sûr. Et c'est, vous voyez, on a une ambiance un petit peu frissonnante. Il s'agit pas, c'est pas un chair de poule, mais quand même, on a un peu la trouille. Entre rêve. À partir de quel âge cet apprenti conteur de Gaël Aymon ? À partir de 8 ans. Oui. Jusqu'à 8, enfin après, de toute façon, il n'y a pas de limite d'âge supérieur. Mais c'est un 8-12. On termine avec Vanja et le loup. Oui. De Margaret Owens, une traduction publiée chez Pocket Jeunesse tout récemment, mars 2022. Oui. Un gros pavé. Qui se lit tout seul. Alors Margaret Owen, vraiment, c'est des histoires que le public adolescent adore. C'est vraiment public collège, lycéen. Et là, on est encore sur une réécriture de conte. Je délaisse Perrault, nous passons à Grimm. C'est un conte que je ne connaissais pas avant de lire le roman. C'est La gardeuse d'oie. L'histoire d'une princesse qui doit épouser un prince et dont la servante va prendre la place. Ce qui n'est pas sympathique du tout. Exactement. Elle s'appelle Vanja, elle a 2 marraines, Dame Morte et Dame Fortune. Et quand Dame Fortune lui donne la possibilité, qu'est-ce que vous diriez si on vous proposait une vie incroyable, de richesse et de princesse ? Eh bien, sans aucun scrupule, elle va mentir, voler, tuer. Et elle va se faire attraper. Sait-on jamais.
Ah, elle ne veut pas spoiler. Ah bah non. Pardon, divulgacher. Merci beaucoup, Célie. Et ce Vanja et le loup de Margaret Owen à partir de 12 ans À partir du collège. Collège, effectivement. 11 ans, Oui. ouais, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sélection. Caroline Vigy, merci beaucoup. Merci à vous. Depuis son lancement en 2018, Action Enfance fait son cinéma, permet chaque année à près de 200 enfants des villages d'enfants de la Fondation Action Enfance de réaliser des films. Ils sont épaulés par 300 étudiants issus des 4 écoles de cinéma, l'ESRA, l'EICA, le CLCF et 3IS. On peut voter, vous redonnez l'adresse du site? Alors, aefaitsoncinéma.org, voilà, Super. jusqu'au 13 juin. Et vous les regardez, ça va vite, hein. Il y a 16 films, 3 minutes, ça fait quoi? En 3 quarts d'heure, c'est plié. C'est ça. Merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne. Au maquillage, Colline Hamel. Merci à Marine Plantec, assistée par Roxane Sarfati. Et puis en régie au son, Mathieu Sullivan. À la réalisation, Benjamin Michel. Vous restez sur School TV et vous retrouvez l'émission en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.